Shalom, Chag Sameach à tous. On est très heureux de se retrouver avec le Rav Menachem Ackerman, comme chaque semaine avec Midrashet Yehuda Manitou, pour parler de la paracha. Et le Rav Ackerman a décidé de, si j'ai compris la Kavana, tu as appelé le cours Why. C'est-à-dire Non, ce n'est pas ça. Yosef et Yehuda, Ouais. l'entente, la mésentente, je ne sais pas en tous les cas. C'est le thème de la paracha de cette semaine avec le Rav Ackerman. Chag Sameach et bonne étude à tous. Yofi, Toda Rabba Yohan. Non, c'était un autre jeu de mots. C'était d'abord Chag Sameach à tout le monde. J'avais marqué GNG, comme GNB, le whisky. Donc, top, ok, d'accord. Alors, on va commencer le cours, Chag Sameach Bemet, Chanukah Sameach. Et bon, Hachem, et on allume les lumières de Chanukah et on va étudier la Torah. Au niveau du programme, cette semaine, on m'a demandé d'enseigner la paracha, donc on fait un cours sur la paracha. À la fin du cours, je ferai un lien avec Hanouka, puisque c'est quand même le premier soir de Hanouka. Et bien, Zrat Hashem, la semaine prochaine, et lundi et jeudi, je ferai 2 cours sur Hanouka dans le Tanakh. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce qu'on avait étudié à l'époque Yona. On va étudier des textes prophétiques qui parlent de Hanouka. Et ce sera le sujet de la semaine prochaine, qui sera lié avec Hanouka. Alors, on va commencer tout de suite. On est donc dans Parashat Vayeshev, qui est la première des 4 parachiotes qui vont s'occuper, on peut dire, non pas de l'histoire des patriarches, mais des enfants des patriarches, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tribus, ou en tout cas les 12 tribus, les 12 enfants les 12 qui sont 13 en fait, les 12 enfants de Yaakov et des Imaot de Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Alors, volontairement, je continue sur le développement que j'ai fait dans les sidrotes, sur les parachiotes les semaines précédentes, pour qu'il y ait un certain suivi une certaine logique, un certain suivi dans la lecture. Donc, comme vous vous souvenez, et ça c'est l'enseignement de base de Manitou, c'est que dans tout le livre de Bereshit, on se trouve en présence de 2 identités. L'identité, qui sont fondamentalement, depuis le début, ça je le reprends, mais bien entendu très vite, qui sont fondamentalement celles de Caïn et de Hevel depuis le moment de la création du monde. Et dans le sens où Caïn, c'est 2 vocations. Caïn, c'est la vocation humaine, la vocation matérielle, on peut dire, et Hevel, c'est la vocation spirituelle, la vocation divine, mais dans le sens d'un homme qui transmet la vocation divine. C'est pas qu'il est divin lui-même, mais qui transmet, comme dit le Rabbi Yehuda Halevi, ce qu'on appelle le Inyan Haeloki, c'est-à-dire le principe de la connaissance de Akadosh Baruch Hu. L'un est l'homme qui travaille, qui développe le monde. Celui, dans ce cas-là, c'était Caïn. C'est aussi l'agriculteur. Il était Oved Adama, celui qui travaille la terre. Et l'autre, c'est en même temps le berger et en même temps le pâtre, dans le sens français même du terme, c'est-à-dire l'homme de spiritualité, l'homme qui s'occupe d'amener dans le monde la spiritualité. Et c'est bien entendu une des idées fondamentales de la Torah, c'est que le projet de Dieu ne se fait pas par on pourrait dire de manière monolithique, par une personne qui doit être le chef, le leader, le roi, et qui va amener une idée, mais elle est dualiste, c'est-à-dire qu'il y a toujours 2 principes de base, il y a toujours 2 personnes, et c'est dans la réalisation de chacun des 2 et dans la synthèse entre les 2 que va réussir le projet humain et le projet divin en même temps, c'est-à-dire le projet que Akadosh Baruch Hu avait destiné pour le monde. Alors, dans les Gilgulim dans le sens absolu du terme, c'est-à-dire la manière dont les choses ils se développent. Mais Galgel, les choses ils roulent, c'est-à-dire ils tournent dans le monde. Et il y a aussi le sous-entendu de la manière kabbalistique de comprendre le mot des Gilgulim. Dans les Gilgulim de cette histoire, dans notre étude à nous, on avait déjà retrouvé 2 personnes qui étaient très importantes, qui sont Yaakov et Esav, dans la mesure où, a priori, chacun d'eux avait l'un des 2 projets, c'est-à-dire que Yaakov continuait le projet spirituel, le projet divin qui est celui de Hevel, et Esav devait continuer le projet de matérialité, celui de Caïn. Ça, c'est ce qu'on avait déjà étudié, en fin de compte, dans les 2 dernières parachiotes, dans le couple de parachiotes qui était de Vayetse, qu'est-ce qui était avant, Vayetse et Vaïshar. D'ailleurs, même avant, puisque
même avant dans Toldot. C'est-à-dire depuis 3 semaines, on a étudié, on pourrait dire, le couple Yaakov et Esav, avec chacun des deux, et on avait déjà mentionné qu'en fin de compte, il y avait échec dans ce projet au niveau de Yaakov et Esav. Et l'échec, il était dû à 2 raisons. La première raison, c'est le fait que Esav, dans sa vocation, qui est la vocation de la matérialité, n'est pas tzaddik, il est rachat, c'est-à-dire qu'il ne réussit pas à le réaliser d'une manière qui est en disant, selon la volonté et le projet du Créateur, ce qu'on appelle être tzaddik, et qu'en plus de ça, il y a un deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de lien d'amour, d'unité, de fraternité entre Yaakov et Esav. Et de ce point de vue-là, Manitou disait toujours que sur cette question-là, il y avait réciprocité, c'est-à-dire que Esav n'aime pas Yaakov, mais Yaakov n'aime pas non plus Esav, donc ça ne va pas dans les deux sens. Alors, qu'est-ce qui se passe après ça? C'est comme ça qu'on arrive à notre paracha à nous. C'est que dans le développement des identités, ce qu'on appelle les tolodot, parce qu'il faut se souvenir que c'est ça le mot qui est important, cette notion de toldot, c'est l'engendrement, c'est le développement de ces identités. Alors, on arrive à une nouvelle paracha toldot, puisque vous savez que le deuxième verset de la paracha, c'est « Elle est toldot Yaakov Yosef », c'est-à-dire voici les engendrements de Yaakov. On va tout de suite ouvrir le texte, mais les engendrements de Yaakov, c'est Yosef, donc le mot toldot apparaît. Seulement, il y a un verset avant, « Vaeshev Yaakov beres megurei aviv », et on va voir ce que signifie ce premier verset. Mais avant d'ouvrir le texte, quand même, dans l'introduction, je voudrais préciser ce qu'on a déjà appris, ou en tout cas prévu, c'est que vu l'échec du couple, on pourrait dire Yaakov et Ésaü, à ce moment-là, la manière dont Akadosh Baruch Hu décide de réussir ce projet, mais d'ailleurs pour l'humanité entière, c'est ça qui est important, pas seulement pour Israël, mais comme modèle de réussite pour devenir ce qu'on appelle Or LaGoïm, c'est-à-dire le phare des nations, c'est-à-dire Or LaGoïm, la lumière des nations. Pour pouvoir le réussir, il faut que le projet réussisse en conditions, on pourrait dire, de laboratoire, et qui réussisse à l'intérieur du peuple juif. Et à l'intérieur de Yaakov, vont naître 2 identités qui sont celles de Yosef et de Yehuda. C'est ce que j'ai appelé JNG, hein, d'accord? C'était ça le coup du whisky GNB. Alors ce soir, c'est GNG, vous allez le voir, c'est marqué donc sur le titre. Donc, c'est-à-dire la réussite de Yaakov, de Yosef et de Yehuda. C'est les 2 J. Il y a aussi Yaakov, c'est les 3 J. Mais en tout cas, ici, aujourd'hui, c'est les 3 D, je crois, ou je ne sais plus quoi. Mais là, c'est les 3 J, en 3 dimensions. Et donc, c'est Yehuda et Yosef, qui chacun reçoit l'une des 2 vocations. Et donc, on va l'analyser de cette manière-là. Yehuda reçoit la vocation spirituelle. Il est le fils de Léa qui elle-même porte cette même vocation. Et donc, de ce point de vue-là, son but, c'est de devenir le roi dans Israël, le Melech, et j'insiste sur ce mot, le Melech, qui va porter en lui la direction de cette vocation qui est la vocation de spiritualité. Cette dialectique spiritualité-matérialité, je dois quand même faire remarquer qu'elle a été développée par le Rav Kook dans son Misped Birushalayim, c'est-à-dire dans son éloge funéraire à Binyamin Ze'ev Herzl, Théodore Herzl, et Manitou l'a aussi enseigné, et d'ailleurs le premier livre qui est sorti en hébreu de Manitou, après sa mort, c'était justement pour expliquer cet enseignement de Manitou dessus. C'est pour ça que je préfère utiliser comme mot matérialité, spiritualité. Il y a d'autres dimensions, on les a déjà vues, on les verra, mais c'est ça la base des choses. Donc, Yehuda porte en lui cette vocation de spirituelle, et Yosef porte en lui la vocation matérielle. C'est pour ça que Yosef remplace Esav. D'ailleurs, en arabe, c'est intéressant. L'un s'appelle Oussouf et l'autre s'appelle Youssouf. Donc, c'est presque la même chose. Il suffit de changer le Aïn en Yud, et puis à ce moment-là, on met les points sur les Yud, et on reçoit Yosef Hatzadik au lieu de Esav Aracha. Et donc, à l'intérieur du peuple juif, on a, à l'intérieur de Yaakov, on a ces deux vocations. Et quand ce projet est possible, alors c'est à ce moment-là que Yaakov reçoit le nom d'Israël au lieu du nom de Yaakov. C'est-à-dire que quand Yaakov s'appelle Israël, c'est le moment où il a en même temps ces 2 choses, il a en même temps comme projet par l'intermédiaire de ses enfants, ce projet de Yehuda et ce projet de Yosef, c'est-à-dire le projet matérialité et le projet spiritualité.
Alors, comment est-ce que ça doit se passer? De cette manière. C'est que doit émerger ce qu'on appelle la Malchut, c'est-à-dire la royauté de Yehuda, et la Malchut, la royauté de Yosef. Et en plus de ça, doit aussi réussir une troisième chose, les deux doivent être des tzadikim, donc ils doivent être des personnes qui sont justes dans leur manière d'être, mais qui réalisent leur manière personnelle d'être. Ils ne doivent pas être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Yehuda ne doit pas jouer à être Yosef, Yosef ne doit pas jouer à être Yehuda, mais ils doivent réussir un projet dans lequel ils sont tzadikim, ils sont justes dans leur vertu. Et ensuite, le troisième point, donc on a dit premièrement un melech tzadik de Yehuda, un melech tzadik de Yosef, et ensuite un troisième point qui est peut-être le plus important en fin de compte, c'est qu'ils sont capables de coopérer, c'est-à-dire de réussir entre eux le projet de fraternité, la achva, ce qu'on appelle la fraternité. Et c'est pour ça que d'ailleurs Manitou nous disait, j'ai encore entendu d'autres rabbanim de notre temps qui reprennent ce thème-là, que le mot-clé dans la Torah, à partir de maintenant jusqu'à la fin de Bereshit, qui va être le signe d'un potentiel de réussite, c'est le mot ach, achi, la achva, ce qu'on appelle la fraternité. Quand le mot ach apparaît dans la Torah, alors il y a ce qu'on appelle le tikkun, c'est-à-dire la restauration, la réparation, la possibilité de réussir le projet. Je vous rappelle, il était en échec avec Caïn et Hevel de manière dramatique, il est en échec avec Yaakov et Ésaü, et il va réussir Bezrat Hashem dans l'aventure, on pourrait dire, dans le projet de Yehuda et de Yosef. Seulement, vu que chacune des deux personnalités porte en lui un projet tellement important, tellement énorme, et chacun de lui se connaît comme le possesseur de cela, la difficulté de pouvoir comprendre qu'il y a aussi la place pour l'autre est extrêmement grande. C'est ça la difficulté de cette dialectique, cette conscience d'un projet qui est le mien et de savoir que c'est moi qui suis le roi, vous comprenez? C'est-à-dire la notion de Malchut, c'est moi qui dirige ce projet de cette manière-là, fait que, et c'est extrêmement difficile, de reconnaître la place d'un autre roi. Vous vous souvenez sûrement de ce Midrash qui raconte l'histoire de la Lune et du Soleil, parce qu'ils avaient rendez-vous. Le Soleil avait rendez-vous avec la Lune, c'était au moment de la création du monde. Et à ce moment-là, la Lune est venue chez Akadosh Baruch Hu et lui a dit comment on peut réussir En shne melachim yocholim leshamesh beketer echad. Deux rois ne peuvent pas utiliser une seule couronne. Akadosh Baruch Hu lui répond tu es mal luné, donc lechiam iti et atzmer, tu as qu'à te rétrécir. Mais pour reprendre plutôt l'idée de notre étude à nous, la réponse de Akadosh Baruch Hu est différente. Elle dit Yehuda a une couronne et Yosef a une couronne. Comment on peut réussir? C'est parce que chacun a une autre couronne. L'erreur, c'est que on pense qu'il y a une seule couronne et donc du coup, si l'autre la prend, donc nous on n'a pas de place. C'est le conflit qu'il y a dans la paracha entre Yosef et Yehuda. Et c'est-à-dire quand je parle de Yosef et Yehuda, bien entendu, Yehuda est sa coalition et Yosef sa coalition. Aujourd'hui, j'ai remarqué d'ailleurs que en fait dans cette coalition, ils étaient 6 contre 6. Puisqu'il y a marqué V'hu Nahar et Bene Bila et Bene Zilpan et Sheavi. C'est-à-dire que la coalition de Yosef, c'était Yosef, Binyamin, les deux filles de Bila, les deux fils de Bila et les deux fils de Zilpa, donc ils sont 6, et d'un autre côté, les 6 fils de Léa, comme les sages nous disent en général, il a nazi ce fait. Donc on a ce qu'on appelle une élection avec 50% contre 50%. Toute ressemblance avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël est absolument fortuite. Mais en tout cas, on a deux coalitions qui font chacun la moitié du peuple d'Israël au niveau des tribus. Et alors, donc, cette incompréhension de la possibilité, elle vient du fait que chacun pense qu'il y a une seule couronne. Donc, il y a une espèce d'équation, c'est ou toi ou moi, et c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe ici dans la paracha, au début de la paracha. C'est-à-dire que le fait que Yosef considère qu'il est la seule couronne, et d'ailleurs c'est marqué, on va tout de suite le voir, et les frères considèrent que s'il prend la couronne pour lui alors que la couronne est pour eux, alors il n'y a pas de place pour deux, et donc il faut éliminer Yosef, et c'est ce qu'ils ont décidé de faire au début de notre paracha. Alors je voudrais quand même tout d'abord faire préciser 2 points importants dessus, c'est que on va voir que la paracha, elle parle tout le temps de cette notion de malchut, c'est-à-dire cette notion de royauté, et qui est une notion essentielle, parce que quand il y a royauté, alors il y a
possibilité de réaliser le projet. D'accord? Meler, c'est la même racine, nous dit le Maharal, que molir. Molir, ça veut dire celui qui fait avancer, le leader, mais c'est celui qui fait avancer l'histoire. C'est-à-dire quand on a une nation, il faut que pour que la nation puisse avancer, il faut une malchoute. Et il y a une deuxième notion importante qui doit venir tout le temps avec, c'est quand on parle de Mashiach. C'est-à-dire parce que on a une erreur qui vient des chrétiens, c'est de croire qu'un Messie, c'est un sage ou un juste qui a une grande barbe blanche et qui est sur son âne blanc ou sur son cheval blanc, c'est-à-dire, mais en tout cas, qui est un rabbin ou bien qui est un prophète, etc. Alors que dans la tradition juive, il faut toujours rappeler que cette notion de Mashiach, ça veut dire quelqu'un qui est oint avec l'huile d'onction, et celui qui est oint, c'est ou le Kohen Gadol ou le roi, et dans ce cas-là, on parle du roi. C'est-à-dire quand on prie pour que le Mashiach vienne, on prie pour qu'un roi vienne et que ce roi réussisse son projet, donc qu'il soit Mashiach. Mais David était Mashiach puisqu'il était oint. Shlomo était Mashiach puisqu'il était oint. En Belgique, on a le roi Baudouin qui a été aussi oint puisqu'il s'appelle comme ça. Et en tout cas, dans le peuple juif, chaque roi qui est oint, c'est un Melech HaMashiach. C'est-à-dire, et donc quand on attend le Melech HaMashiach, on attend la réussite du projet. Et c'est pour ça que, en fait, avec la lecture de notre paracha, on sait qu'on attend deux Melech HaMashiach. On attend le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben Yehuda ou Mashiach ben David. C'est-à-dire, on attend celui qui va être la réussite du projet Malchut Yosef et celui qui va être la réussite du projet Malchut Yehuda. Et on attend qui coopèrent tous les deux ensemble. C'est ça l'idée générale de ces quatre parachutes. Alors, je voudrais rajouter un point important, et c'est que le constat, c'est qu'il y a une difficulté d'engendrement. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'appelle les toladot, c'est que depuis le début, vous vous souvenez qu'il y avait d'autres difficultés avant. La stérilité chez les patriarches, la difficulté chez Yaakov et Esav, le fait que Rivka se demande qu'est-ce qui se passe dans son ventre. Et ici, on a une difficulté d'engendrement qui est la difficulté de la réussite du projet Yosef et du projet Yehuda. Alors, je voudrais vous proposer d'ailleurs une lecture des quatre parachiotes qui vont venir jusqu'à maintenant. Notre paracha à nous, c'est la paracha de la crise. Et on voit d'ailleurs que tout est en crise. Il y a pratiquement aucune lumière de Hanouka dans notre paracha. C'est vraiment sombre puisque on a la vente de Yosef. Ensuite, on a la descente de Yehuda avec toutes ces histoires avec Tamar et aussi avec ses garçons. Ces difficultés avec ses garçons qui meurent. En fin de compte, il perd deux garçons. Ensuite, oui, Shaoul a été oint, mais c'est un petit peu différent. Il a été oint. Et ensuite, on a la descente de Yosef. Yosef Ourad Mitzrayma. Yosef aussi descend en Égypte. Il est descendu en Égypte. C'est-à-dire qu'on l'a descendu, mais nos sages nous disent que Yehuda aussi, on l'a descendu. Si vous regardez le Rashi, Vayered Yehuda Me'et Echab. C'est-à-dire c'est les frères qui l'ont descendu dans le sens français du terme. C'est-à-dire qu'ils lui ont reproché de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Donc on a une crise totale, élimination de Yosef, et ensuite qui a été au dernier moment, ça s'est arrangé autrement. En tout cas, mais il descend quand même en Égypte en tant qu'esclave. Descente de Yehuda, descente de Yosef, l'histoire de la femme de Potiphar, et en fin de compte, Yosef qui se retrouve dans le puits, c'est-à-dire pour une deuxième fois. D'accord, il était épuisé. D'abord le premier puits avec ses frères, ensuite le deuxième puits avec la femme de Potiphar. Mais en tout cas, tout ça, ça s'arrange pas très bien. Ça, c'est notre paracha. La paracha de la semaine prochaine, c'est l'émergence de Yosef Amelech, c'est-à-dire de la royauté de Yosef, puisqu'il devient roi. Donc, la messianité de Yosef va commencer à pouvoir émerger la semaine prochaine, mais de manière très bizarre, c'est-à-dire de manière très bizarre, c'est qu'il va émerger en galoute. Alors ça, peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine, on verra, mais en tout cas, c'est un des thèmes, ou dans 2 semaines, c'est un des thèmes importants. Pourquoi la malchoute de Yosef apparaît pour le début en Égypte. Mais en tout cas, en fin de compte, Mashiach ben Yosef, il est sioniste, puisque Yosef Gematria Tzion, vous le savez, le Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach du retour en Israël. Donc il n'est pas, on pourrait dire déterminé ou condamné à être roi chez tous les pharaons de l'histoire du peuple juif, mais au contraire, il est destiné à réussir dans le projet en Eretz Israël. Et la paracha de la semaine d'après, donc on a dit, il y a Vayeshev, ensuite il y a Miketz, ensuite il y a Vaïgash, et ça c'est l'émergence de la royauté de Yehuda, puisque Vaïgash est la Yehuda, c'est à ce moment-là où il apparaît comme le leader, celui qui est capable de représenter le projet de Yehuda. Jusqu'à ce moment-là, non. Et à ce moment-là, oui. Et la paracha de Vaïchi, c'est la réussite de la Ardout, de la Arva,
c'est-à-dire de la fraternité entre les deux. Donc, vous avez 4 parachiotes, la crise, l'émergence de l'un, l'émergence de l'autre, et le happy end, l'unité entre les deux. Donc, vous voyez que c'est comme ça qu'il faut peut-être lire et étudier nos 4 parachiotes. Alors, on va commencer, je vais ouvrir le texte. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici. C'est ici, donc vous voyez sûrement avec moi comme il faut. Le texte, il y a des gens qui posent des questions dans le chat. Des fois, je les lis, mais c'est pas bien parce que ça m'empêche de me concentrer. Mais en tout cas, Bezrat Hashem, j'essaie d'y répondre à la fin. En tout cas, pour la question qui a été posée. Alors voilà. Donc, vous voyez, vous avez vu, c'est ça le titre, G&G, Joseph and Judah. Et comme le whisky, c'est Harif, c'est-à-dire que la marloquette entre les deux, elle était très, très forte. Et donc, très alcoolisée. Donc, c'est comme ça que les choses, elles commencent. Alors, on va commencer par, en fin de compte, étudier pour comprendre la crise et le dénouement. On va étudier aujourd'hui, tout d'abord, 3 versets de la semaine dernière, certains qu'on avait vus avant, et ensuite, on va étudier le premier et le deuxième rachis de la paracha. Et si on a le temps, on étudiera encore des choses. Mais en tout cas, c'est par cela qu'on va commencer. Donc, tout d'abord, prenons les versets de la paracha, le début, Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv, Be'eretz Kenaan, Ele Toldot Yaakov Yosef. C'est ça qui est important. Après ça, on nous raconte l'histoire de Yosef lui-même. Mais ces 2 versets, vous voyez, c'est notre paracha Toldot. C'est l'engendrement de Yaakov. Et là, étonnement, on a Yosef. Et qu'est-ce qui manque ici? Qui on aurait dû marquer à côté? Yosef, aide-nous. Yehuda, Yafé Meod, Toda Rabba Marcel. Nachon, Bediouk, Toda Marcel aussi, j'ai pas entendu, mais j'ai vu. C'est-à-dire qu'on aurait dû s'attendre dans ce projet, Ele Toldot, Yaakov, Yosef, Yehuda. Bien entendu, il y a les autres, mais c'est les chefs de file, c'est les chefs de projet. Et c'est pas marqué. Donc, il y a déjà un problème entre Yaakov et Yehuda, c'est qu'ils préfèrent Yosef. C'est-à-dire, et c'est bien sûr, comme vous le savez, c'est ça qui va être la cause de la première difficulté, c'est-à-dire de cette incompréhension d'abord sans doute de Yaakov lui-même, et entre Yosef et entre Yehuda. Alors, ça c'est l'engendrement. Mais on a un verset avant. Normalement, on aurait dû commencer la paracha, comme d'habitude, et les Toldot, comme on avait vu avant, et les Toldot noirs, ou les Toldot Yitzhak, ben Avraham, Olid et Yitzhak. Mais on a avant, Vayeshev Yaakov, Beres Megurei Aviv, Beres Canaan. C'est un passouk en trop. Et il nous donne le parfum, il nous donne l'indication. Le problème, c'est ce Vayeshev, et c'est que Yaakov, en fin de compte, comprend qu'ayant fini son propre parcours en tant que patriarche, le temps est arrivé de s'installer. S'installer, ça veut dire réussir le projet. Et réussir le projet, c'est donc réussir avec ses enfants qui vont devenir Malchut. Alors pour lui, il n'y a que Malchut Yosef. C'est ce qui a marqué. Et les Toldot Yaakov Yosef. Pour lui, il n'y a que Yosef qui est Malchut. Et d'ailleurs, dans cette Malchut, il lui donne son habit de Malchut. D'ailleurs, c'est pas n'importe lequel. Et il lui fait signifier que c'est lui. Ben Zekunim, Zivikunim, c'est-à-dire il lui transmet toute sa sagesse. Il l'investit comme celui qui va être, on pourrait dire de nouveau, ce roi-là. Et maintenant, donc, mais de son point de vue, Yaakov a fini son sivuv, ce qu'on a étudié, il est passé chez Lavan. D'abord, il y a eu toute l'histoire de la bracha et de la bechora. Ensuite, il passe chez Lavan, il revient en Israël, il se bat avec l'ange tutélaire d'Ésaü, ce qu'on a vu la semaine dernière. Ce qu'on n'a pas vu, c'est l'histoire de Shrem avec Dina, etc. Il revient à Bethel, et puis en fin de compte, il rentre à la maison chez son père à Hebron, et c'est fini. Donc pour lui, puisque son histoire est finie, les 3 patriarches, on va pouvoir s'installer, c'est-à-dire instaurer l'histoire du peuple juif. Et on nous met le contraste entre lui et ses parents, puisqu'il y a marqué « me gourer à vivre ». Alors, il ne faut pas se gourer dans l'explication des choses. Vous savez très bien, la différence entre le guerre et le toshav, c'est le guerre, c'est quelque chose qui est temporaire, qui n'est pas installé, alors que le yoshev, c'est celui qui est installé. Et en effet, les patriarches sont dans une situation de guéroute, puisqu'ils n'ont pas encore installé le peuple juif, c'est-à-dire c'est le peuple juif qui devient Toshav, c'est-à-dire, et lorsque donc Yaakov arrive en Israël, il pense que maintenant, avec ses enfants, on va pouvoir faire un Yishuv, c'est-à-dire on va pouvoir s'installer en Eretz Israël comme il faut. Il faut absolument comparer ça avec le verset justement de Esav, où il y a marqué exactement la même chose. Vous voyez, c'est dans le chapitre d'avant, Vayeshev Esav Be'ar Seir, Esav ou Edom.
La seule différence, c'est que chez Esav, il n'y a pas de Gérout. D'accord, on l'avait déjà vu. Chez lui, on est toujours bien installé. En Édom, les Édomites sont toujours chez eux. Ils sont bien installés, comme disait Manitou. La première fois que des Européens ou des Occidentaux comprennent ce que c'est que d'être un étranger, c'est quand ils habitent en Eretz Israël, chez les Juifs. Mais jusqu'à maintenant, ils ont toujours passé l'histoire en conquérant et en habitant. Toshav Kavua. C'est-à-dire, alors donc c'est Vayeshev Esav Be'er Seir Esav ou Edom, c'est son histoire. Vele Toldot Esav Avi Edom Be'er Seir. Voilà, vous voyez, ça ressemble exactement. La seule différence, c'est que il n'y a pas marqué Beretz Megurei Aviv. Il n'y a pas de dialectique entre le fait d'être installé et le fait d'être pas étranger. La gour, c'est d'être installé de manière précoce. C'est-à-dire, c'est diratarai, ce qu'on appelle à propos de Sukkot, quand on est installé de manière temporaire, éphémère. C'est-à-dire, et donc, chez Esav, ça n'existe pas. Il est installé, il a ses descendants et c'est fini. Et d'ailleurs, on nous raconte aussi une histoire de roi. Ve'ele amlachim asher malchu be'eretz Edom lifne melech melech livne Israël. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on voit que l'histoire de la royauté d'Ésaü précède l'histoire de la royauté d'Israël. Comment ça se passe? Il y a différentes dimensions. Il y a la dimension historique de la Bible, ça vous regarderez dans Rashi, c'est-à-dire qu'avant que Shaoul n'arrive en tant que premier roi, il y avait des rois de Édom, mais il y a la dimension méta-historique, ou en tout cas historique beaucoup plus large, c'est ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'histoire de l'empire d'Édom pendant ces 2000 ans, qui va être avant Melech Melech Livne Israël, Melech Melech, c'est-à-dire l'histoire de la messianité, l'apparition des deux rois, Melech Melech Livne Israël, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Vous voyez, c'est marqué, il n'y a pas marqué Lifne Melech, Melech Melech. On pourrait dire qu'on ne pouvait pas le dire autrement, mais on pouvait le dire autrement. Alors donc, on a cette comparaison. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, prenons Rashi. On va voir ce qui est marqué dans Rashi, on va étudier Bezrat Hashem, j'ai effacé un tout petit passage, mais on va étudier, selon la lecture de Manitou, on va faire du Manitou sur Rashi. Alors, Yaakov demeura. C'est Rashi sur le premier pasouk. J'imagine que vous le connaissez, la plupart de vous, mais c'est pas grave, on va le lire un petit peu différent de votre lecture habituelle, et on va Bezrat Hashem approfondir. Et en plus, bon, alors je ne l'ai pas mis en ivrite, contrairement à la lecture du texte, on le fait directement en français. Après t'avoir énuméré sommairement les séjours d'Esav et de ses descendants, ni leur distinction, ni leur importance ne justifient un récit détaillé de leur installation, ni des guerres par lesquelles ils ont chassé les Choris, le texte va s'arrêter longuement et en retrançant l'enchaînement des circonstances sur les séjours de Yaakov et de ses descendants, l'importance qu'il revêt devant Hachem vaut que l'on s'attarde. Alors, le mot séjour, on va passer à l'hébreu, c'est Yishuv. C'est-à-dire, sinon, on ne comprend pas le texte. C'est-à-dire, si on ne sait pas le mot qui est marqué en hébreu, il nous manque quelque chose dans la clé du texte. C'est-à-dire que ce que fait Rashi, il fait exactement cette comparaison entre le Vayeshev de Esav et le Vayeshev de Yaakov. Seulement, nous, on a l'habitude de la fin du Rashi, qui dit que Yaakov a voulu s'asseoir Beshalva, tranquillement, Kafat Alav Rogzo Shel Yosef, et Hachem lui a dit, tu crois que tu peux t'installer, tu ne peux pas t'installer. Pourquoi? Parce que les tzadikim, il n'y a que dans le Olam Haba qui peuvent s'asseoir tranquillement, jouer au Sheshbesh. Ici, les tzadikim, ils sont tout le temps en mouvement. C'est-à-dire, alors ce midrash que vous connaissez tous et qu'on a tous appris, il est beau, mais ce n'est pas le pshat. D'ailleurs, Rashi le dit dans le verset d'après, il dit ensuite, où est-ce que c'est? C'est ici. Non, c'est ici. Pardon. Non, je ne vois pas où c'est, mais en tout cas, Rachid dit clairement que c'est le pshat. Il est en train d'expliquer le pshat de la Torah. Alors on verra, on va y arriver sûrement à l'endroit où Rachid le dit. C'est-à-dire que la traduction de Rachid, c'est que quand il y a marqué Vayeshev Yaakov, ce n'est pas une blague. C'est que Yaakov s'est installé, ou Yashav. C'est-à-dire il a vraiment construit, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet d'Israël, qui va être le projet, comme on a dit, de Israël qui va être avec Yosef et Yehuda, va réussir, puisqu'il y a marqué Vayeshev Yaakov. Be'eretz Megurei Aviv. Jusqu'à là, c'était temporaire, et maintenant on arrive au temps où c'est définitif. Donc la question de Rashi, c'est pourquoi est-ce qu'on a le Vayeshev de Esav
qui précède justement tout de suite avant. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a mis l'histoire de Esav là? Il aurait pu la mettre à la fin de Bereshit, il pouvait la mettre à la fin de la Torah, il pouvait la mettre même à la fin de Toldot, comme on a l'habitude de raconter les choses bien avant la fin des choses. C'est le cas par exemple de Ishmael, ou, etc., ou d'autres, ou de Terach. C'est-à-dire il est à la fin de la paracha, absolument pas à son endroit. Et pourquoi est-ce que Esav est là? Alors, Rachi répond, c'est parce qu'il faut comparer l'histoire de l'installation de Esav et l'histoire de l'installation de Yaakov. Il dit tout simplement, il n'y a pas d'importance dans leur installation et leur guerre. Installation, c'est leur yishuv, ça n'a pas d'importance. Mais je vais le traduire différemment, c'est que le projet n'est pas d'une tellement grande importance, dans le sens où elle n'a pas la grandeur du projet de cette réussite. C'est-à-dire cette tolada de Israël, qui est la réussite de l'histoire du monde, ce n'est pas et ça a été disqualifié en gros de ça. Donc en fait, son histoire est importante dans l'histoire universelle, mais elle n'est pas importante, tellement importante à être racontée dans la Torah, puisque c'est pas par eux que l'histoire va passer, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on la raconte en vitesse. Alors que quand on arrive, l'enchaînement des circonstances et du Yishuv de Yaakov et de ses descendants, ça devient important. Et c'est ce qu'on nous raconte. C'est-à-dire ça devient important parce que c'est ça le projet de Hakadosh Baruch Hu. Alors on va continuer. Donc Rashi prend très au sérieux ce Vayeshev Yaakov en disant que c'est vraiment ça. Alors comment est-ce que Rashi continue? On peut comparer la chose à une pierre précieuse, et j'ai mis le mot en hébreu, vous allez tout de suite voir pourquoi, qui serait tombée dans le sable. On fouille dans le sable, on le passe au tamis jusqu'à ce qu'on retrouve la perle. Alors la pierre précieuse, c'est une margalite, de nouveau en ivrit, c'est marqué 2 fois margalite. Une fois qu'elle a été trouvée, on jette le sable et on conserve la perle. Vous avez la référence du Midrash dessus. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que cette histoire du peuple juif, c'est l'histoire du birour. Birour, comme on sait, borer, c'est le tri. C'est-à-dire que nous, on est les enfants du tri, pas les enfants de la patrie. Ouais, c'est-à-dire qu'on est les enfants de cette histoire du birour, de ce tri qui se fait afin de réussir. Et dans ce tri, on a toujours aussi, il y a du sable, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on a vu, il y a toutes les clipotes, il y a tout ce qui est le hol, c'est-à-dire le chol dans les deux sens, puisque ici on parle du chol. Il y a marqué qu'il serait tombé dans le chol, et il est dans le chol, il faut faire un mavdil ben kodesh le chol. C'est-à-dire qu'il faut réussir à extraire le kodesh à partir du chol. Et c'est ça l'histoire du peuple juif. Donc de ce point de vue-là, il va y avoir ce tri qui se fait avec Yehuda et Yosef, et aussi par rapport à tous les autres. Et qui c'est tous les autres? Eh bien, c'est justement comme par hasard, c'est Esav. C'est-à-dire qu'on était on était en choul, c'est-à-dire choul, c'est comme chol, c'est-à-dire c'est la même chose, c'est-à-dire on était en choul, on était en exil chez Esav, et le temps de l'histoire, et c'est un temps extrêmement long, c'est le temps qui permet de décanter, de séparer les choses pour qu'émerge cette margalite. Et de ce point de vue-là, ce que nous dit Rashi dans sa profondeur, il dit ne t'étonne pas qu'on nous raconte Vayeshev et qu'on va nous raconter l'installation et que ça va prendre beaucoup, 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 beaucoup de temps parce que, en fin de compte, ça va prendre du temps jusqu'à quand? Jusqu'au moment où Israël va s'installer. Et quand est-ce qu'il va s'installer? Ou bien au moment du Yoshua de David et de Shlomo, c'est-à-dire dans le Tanakh, ou bien l'Atid Lavo, quand on sera vraiment Yoshev, installé définitivement par rapport au projet des autres nations. C'est-à-dire il y a deux stations. Il y a la station qui est racontée par la Torah, c'est celle de Yoshua bin Nun, et la station ultime qui sera après. Et c'est ça que nous dit Rashi. Rashi nous dit que l'histoire du peuple juif est tellement grande et tellement importante que ça prend du temps. Ça prend du temps jusqu'à ce qu'on soit installé. Et c'est ça le contraste entre Israël et Esav. C'est-à-dire qu'Esav, vous vous souvenez, ça veut dire il est assoui, il est déjà fait. Il naît fait, c'est-à-dire que dans son histoire, il est immédiatement installé là où il doit être installé. Il a ses propres difficultés, mais il n'a pas cette difficulté de réussir un projet tellement difficile qu'il y a énormément de temps. Et quand on parle de temps, c'est un temps de travail, d'évolution. Et comme j'ai dit, l'équation, c'est ce qu'on a dit, G&G, Nachon, Yehuda et Yosef, avec le end qui est au milieu, le petit signe qui se trouve au milieu des deux. Et tant que c'est pas réussi, alors on est dans le verset qu'on a vu avant, Ele amlachim asher malchou be'edom lifne meloch melech be'Israël. C'est-à-dire que tant que le projet de la malchoute Israël n'est pas réussi, ceux qui sont en situation de royauté, c'est Édom. C'est ce que, en fin de compte, c'est la lecture que les kabbalistes donnent
à cette lecture-là des choses sur les rois de Édom qui ont précédé la royauté d'Israël dans des dimensions absolument incroyables. Je parle au niveau de la Kabbalah, puisqu'il relie ça avec tous les processus qui ressemblent, y compris au niveau de la création du monde. C'est-à-dire que de cette gestation ivri, de cette gestation de l'histoire du peuple juif, qui passe par des difficultés extrêmement grandes, qui passe par ce tri, par ces galouillottes, et en fin de compte, pendant ce temps, qui est-ce qui est roi? En tout cas au niveau, comme on l'a vu, en temps d'histoire de notre temps, c'est-à-dire pendant 2000 ans, la masse de l'histoire, c'est les Melachim Asher Malchou Be'edom, Lifne Meloch Melech Be'Israël. Donc vous voyez, c'est cette équation. Alors pourquoi je vous ai traduit le mot Margalite? Parce qu'il y a aussi marqué à la fin, dans la deuxième fois, c'est Margaliote, la deuxième fois, une pierre précieuse. Et j'ai trouvé qu'il y a une très belle allusion, parce qu'on peut couper le mot en deux et dire qu'en fin de compte, ça fait allusion, Margalouiote, à l'amertume des exils. C'est-à-dire que à l'intérieur de la Margalite, on a l'amertume de l'exil tant qu'on est à l'intérieur du rôle, du sable, et qu'on passe ce tri. Et à ce moment-là, on a ça. Voilà, c'est pour ça que je l'ai écrit là. J'imagine que Margalite est en train d'écouter, donc elle doit être contente. Autre explication. Alors, on continue. Yaakov demeura. C'est Vayeshev Yaakov. C'est comme un marchand de lin dont les chameaux arrivent chercher de balles de cette marchandise. Survient le forgeron qui se demande avec étonnement où l'on va pouvoir loger tout cela. Et non astucieux lui répond, une étincelle sortira de ta forge et fera tout flamber. De même, Yaakov, voyant tous les princes issus d'Ésaü, énumérés plus haut, s'est demandé avec inquiétude comment il ne pourrait jamais en venir à bout. Et que lisons-nous ensuite? Voici les génération de Yaakov Yosef. Il écrit ailleurs, la maison de Yaakov sera feu, la maison de Yosef flamme et la maison d'Ésaü fétue de paille. Ovadia, une étincelle sortira de Yosef qui le consumera tous, Bereshit Rabba. Pourquoi est-ce que Rachi a dit ça? Parce qu'il reprend la comparaison entre le destin d'Ésaü et le destin d'Israël. Dans la première explication, il nous dit, grand point d'intégration, pourquoi c'est si dur pour nous? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il se place par rapport à Setov, c'est-à-dire à l'histoire positive du peuple juif. Pourquoi c'est si dur d'arriver au Yishuv? Et la réponse, c'est Yaakov Yosef, c'est-à-dire cette difficulté entre Yosef et Yehuda et le projet qui commence depuis la création du monde. Et cette histoire donc de cette Margalite qui doit émerger. La deuxième explication, c'est par rapport à Esav. C'est-à-dire que c'est pas pourquoi c'est tellement dur pour nous, c'est pourquoi c'est tellement facile pour eux. Pourquoi ils sont tous aloufim. C'est tous des généraux, c'est tous des grands chefs. Pourquoi c'est tellement facile pour eux alors que pour nous c'est tellement difficile? Et là-dessus, il y a la réponse que j'ai lue en vitesse et qu'on reprendra à la fin du cours, Bezrat Hashem. Alors, lisons le deuxième Rashi. Celles-ci sont les générations de Yaakov. Voici ce qu'il en est des descendants de Yaakov, de leur séjour, de leur migration, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une installation définitive. Premier élément de leur histoire, Yosef avait 17 ans. À cause de cela, les circonstances les amenaient à descendre en Égypte. Tel est le sens simple du texte, chaque mot étant enregistré à la place qui lui revient. Voilà, c'était ça la phrase que je cherchais. C'est-à-dire que Rashi, qui est un pashtan, qui donne le pshat, il nous dit, avant de lire le midrash, disons, il y a deux midrashim. Le deuxième, on l'a déjà cité, c'est qu'il a voulu s'installer tranquillement et qu'il n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'il est revenu à la situation de Megurim, c'est-à-dire d'installation fragile, frêle, mais ça, c'est pas la lecture du pshat. La lecture du pshat, tel est le sens simple, c'est-à-dire le pshat du texte, c'est que, en fin de compte, Israël s'est installé, Vayeshev. Seulement, nous dit Rashi, voici ce qu'il en est descendant de Yaakov de leur séjour, de leur migration, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une installation définitive. Et premier élément, Yosef avait 17 ans, à cause de ça, ils sont descendus en Égypte. Et après l'Égypte, ils sont sortis d'Égypte. Et après la sortie d'Égypte, ils sont restés 40 ans dans le désert. Et après ça, ils se sont installés en Israël. C'est-à-dire que c'est un chidouche énorme. Quand il y a marqué Vayeshev Yaakov, en fait, on nous raconte l'histoire de Yehoshua, vous comprenez? On nous raconte l'histoire de la rentrée en Israël, en passant par Shrem et en conquérissant le pays, jusqu'à l'histoire de David au niveau de la royauté, et de Shlomo avec la construction du temple. Et c'est ça le Vayeshev Yaakov. C'est ça le pshat. C'est que Vayeshev Yaakov s'est installé. Mais c'est compliqué. Mais ça prend du temps. Et par quoi ça commence? Par l'histoire de Yosef et de Yehuda. Donc, on a compris
de manière beaucoup plus approfondie, je pense, le fait que si la Torah nous raconte tout ça, elle nous raconte comment est-ce qu'en fin de compte, on va arriver à être Yoshev. C'est-à-dire qu'on va sortir de la guéroute et on va arriver à être Yoshev. Et chez nous, c'est compliqué et ça prend du temps et il faut passer par les rois de Édom avant qu'il y ait les rois de Ham Israël qui sont ces deux-là. Alors quand on le lit à ces deux niveaux, quand on lit, on peut le lire de nouveau, comme je vous ai dit, à deux niveaux. Le premier niveau, jusqu'à l'époque de Yahushua et de David et de Shlomo, c'est-à-dire c'est l'installation biblique, on pourrait dire. Et le deuxième niveau qui est le plus vrai, tu crois que tu peux t'es installé tranquillement dans ce monde-ci, c'est ça le Midrash, tu crois, non, que dans le monde futur. C'est quoi le monde futur? C'est pas le Olam Haba, c'est-à-dire c'est le monde messianique. C'est-à-dire qu'il va falloir, comme tu as un projet qui est important, il va falloir que tu développes tout ce projet pour qu'en fin de compte, tu puisses y arriver quand le temps sera arrivé. Tu as cru qu'on pouvait le faire immédiatement. En temps d'histoire biblique, ça va prendre encore plusieurs centaines d'années, 400 ans et quelques, à partir de ce moment-là, un peu moins, disons en tout cas plusieurs centaines d'années. Et en formule d'histoire globale, ça va prendre toute l'histoire de l'humanité jusqu'à ce qu'on arrive dans les temps messianiques, mais on va y arriver. C'est ça le message. Parce que quand on lit la fin, c'est un message pessimiste. Genre, les Juifs, ils sont toujours en exil, ils sont toujours en souffrance comme Yaakov, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'on est en processus d'histoire. Et la clé de ce processus d'histoire, comme nous l'avons dit, c'est Yosef et Yehuda, c'est cette histoire-là. Alors, je voudrais peut-être donner un exemple ou deux de cela. Tout d'abord, le fait qu'on est en questionnement de royauté, vous voyez, et en échec ou en réussite de royauté. Alors, regardez, tout d'abord, la première fois, c'est quand Yosef rêve. Alors, tout d'abord, comme nous disait Manitou, la chose la plus importante, c'est que Yosef rêve de devenir le roi selon son identité propre. Et son identité propre, c'est l'homme de la matérialité, et nous l'avons dit, et c'est ce que disait Manitou, on l'avait déjà étudié, c'est l'idée de l'homme des champs. C'est-à-dire, vous vous souvenez, on avait vu ça avec Yitzhak, on a vu ça aussi avec Esav, et on le revoit maintenant avec Yosef. Yosef, c'est l'homme des champs. Et il est l'homme des champs, et c'est pour ça que quand il va rêver de quoi? Il va faire deux rêves. Le premier, c'est qu'il est dans un champ avec tous ses frères, et qui sont en train de faire des gerbes. Et à ce moment-là, toutes les gerbes des autres vont se prosterner à lui. Donc le message est clair. Le projet d'Israël, c'est le projet des gerbes. Et dans ce projet, puisque c'est moi qui est le roi de ce projet-là, vous êtes soumis à moi et vous allez vous prosterner. Le résultat, au lieu qu'ils se prennent pour des allumotes, c'est-à-dire ses frères, il a réussi à les allumer, vous avez compris? Ils se sont pris pour des allumettes, au contraire, c'est-à-dire qu'ils se sont énervés contre lui et ils lui ont dit « Vayom roulo echav, amalor timolor alenu ». Et vous voyez que c'est sérieux. Nous, on a l'habitude de lire d'une manière un petit peu plus simple. Tu te prends pour qui? C'est-à-dire, tu crois vraiment que tu vas nous dire quoi faire. C'est-à-dire, mais eux, en fait, ils sont très sérieux. Ils disent, excuse-moi, la malchoute, elle n'est pas chez toi. La malchoute, elle est chez nous. Donc, ma pitom, que amalor timloch alenu. Ils parlent déjà tous, ils savent de quoi ils parlent. Ils parlent du projet messianique, souvenez-vous, Melech HaMashiach. Ils sont pas du tout dans des histoires de jalousie fraternelle de niveau zéro, c'est-à-dire de niveau de jeunes enfants, 17 ans, des adolescents qui jouent, etc. Pas du tout. Il y a ici la présentation réelle. C'est-à-dire Yosef présente son projet et à ce moment-là, ils lui disent, on a très bien compris. Tu veux être, toi, le roi, le Melech HaMashiach, et tu veux prendre les deux Malchouyot, si on veut dire, comme l'Ifne Meloch Melech Be'Israël, vous vous souvenez, c'est-à-dire Amalor Timloch, c'est-à-dire tu te prends toi pour celui qui prend toute la royauté. Et à ce moment-là, il y a exclusion. Si c'est comme ça, alors on va passer dans l'autre sens. Donc le deuxième rêve, bien entendu, c'est un rêve dans lequel il révèle le fait que toute la famille va être dessus. Alors Manitou rajouter une dimension d'exil, mais c'est pas forcément, puisque Shemesh Ve'yareach, il y a aussi le soleil, il n'y a pas que la nuit, il n'y a pas que les étoiles. Donc c'est en fin de compte, c'est un projet d'une réussite par rapport à tous les autres. Et son père d'ailleurs va vivre Shamar et Tadavar. Lui, il est d'accord. Eux, ils ne sont pas d'accord. Et lui, il est d'accord. Je voudrais vous montrer encore un petit point qui est peut-être important, puisque le temps est pratiquement fini et je voudrais faire un petit lien avec l'histoire de Hanouka. Le premier point, deux points.
Le premier point, c'est que le fait est que Yehuda lui-même est aussi en projet de royauté. Et si vous regardez les commentaires, ils le disent très clairement. Tout d'abord, il prend pas n'importe qui. Je vous rappelle que c'est le Midrash qui dit que Ushma Tamar, il a pris une fille du grand prêtre qui était aussi Cohen, puisqu'il a pris la fille de Shem. Vous me direz, au niveau de l'âge, elle devait être un petit peu âgée, c'était la fille de Shem. On ne sait pas, peut-être que Shem s'est marié, il a vécu longtemps, ou bien quand on dit Bita chez le Shem, on parle d'une descendante. Mais souvenez-vous que ce Shem, c'est le Cohen Gadol. D'où on le sait, c'est parce qu'il s'appelle Malki Tzedek et qu'il est le roi de Jérusalem, Melech Shalem. Donc Yehuda se marie avec la fille d'un roi, c'est normal, et en plus le roi de Jérusalem. Et c'est pour ça que la royauté de David va régner à Jérusalem, le lion du Yerushalayim, il vient même d'ici, c'est-à-dire qu'il est à la recherche de ça, il va le faire. Et quand elle lui demande, après ça, vous vous souvenez, quand après l'histoire, je ne vous la raconte pas, tout le monde la connaît, et elle lui dit, Anochi, Ashalar, Gidi, Minatson, Vatomer, Iptitel, Erevon, Acholchecha, elle lui demande un gage, Tamar, et à ce moment-là, Vayomer, Ma, Erevon, Ashereten, Lach, Vatomer, Chotamcha, Uptilcha, Umate, Asher, Biyatecha, Umatecha, Asher, Biyadecha. Et regardez dans Nachmanide et dans les Midrashim qui insiste sur le fait qu'elle lui demande son sceau avec lequel il signe les décrets. Ptilcha, le Ramban dit que c'est la même chose. Umatecha, c'est le bâton de la direction. Et le Ramban, d'ailleurs, Nachmanide cite Lo yasur shevet mi Yehuda dans la bracha de Yehuda quand Yaakov lui donne sa bracha. Et shevet, ça veut dire un bâton. C'est le bâton, le sceptre de la direction. Donc elle lui dit donne-moi tes signes de royauté, et il lui donne. Et en fin de compte, elle sait pourquoi, parce que la royauté va sortir des deux ensemble, bien qu'il y avait empêchement. Mais en fin de compte, c'est ce qui va se passer. Et comme il y a marqué ici, Akerna le miachotemet vaptilim vamateaele, vayaker Yehuda vayomer tzadka mimeni. Et Rashi dit dessus, mimeni atzadavar, c'est Akadosh Baruch Hu qui reconnaît que la chose est sortie de lui, et que de elle sortiront les rois de la tribu de Yehuda. Donc par tous ces détours qui sont extrêmement compliqués, comme l'histoire de Ruth à Moavia, dans tous les détours qui passent d'ailleurs chez Yehuda toujours par le Yiboum, ici comme là-bas, par tous ces détours d'histoire, on voit qu'apparaît en filigrane par derrière la royauté de Yehuda. D'ailleurs, il y avait empêchement, il y avait un problème, puisque les deux enfants qui devaient l'être sont morts, et grâce à ce Yiboum, ils vont renaître. Comment ils s'appellent? C'est les Teomim. Grâce au Hiboum, c'est Vayik Meshiviado Vene Yatsachi Vatomer Ma Parasta Perez Vaikrash Mo Perez Vachar Yatsachi Vacheriado Hasheni Vaikrash Mo Zarach. C'est-à-dire celui qui sort en premier, c'était le deuxième, parce que il a, en tout cas, qui est sorti, et on lui demande pourquoi tu t'appelles, on l'a appelé Perez, parce que il a, en fin de compte, il a forcé pour sortir en premier. Regardez, de lui va sortir David Amelech, et de lui va sortir le Melech HaMashiach. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que le rôle du roi, c'est Melech Porez Geder, la Sot Loderech. Le rôle du roi, c'est de casser une muraille pour pouvoir faire un chemin. Il y a des empêchements. L'empêchement, c'était l'échec de Yehuda, c'est l'échec de ses fils, c'est l'échec de la vente de Yosef, etc. Donc il y avait une muraille qui était mise et qui empêchait cette descendance. Une des choses les plus flagrantes, c'est la mort de ces deux garçons qui eux-mêmes ne veulent pas donner de descendance. Donc ils se voient, comme Manitou l'avait dit à propos d'Abraham, en impossibilité morale de continuer ou de commencer cette royauté de Yehuda. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il débloque les murailles. C'est-à-dire, il envoie Tamar comme il envoie Yehuda comme il l'envoie, et en fin de compte, de là va naître ces deux enfants qui, Alpi Kabbalah, sont le Gilgul de Hervona et Onan. Vous regarderez le Ramban, etc., puisque c'est le principe du Yiboum, c'est de refaire naître les frères de la femme, les maris de la femme qui sont morts. Donc, c'est pour ça que naissent ces deux jumeaux. Et on a ici exactement ce que la Torah nous raconte. Quand il y a, objection, impossibilité, lorsqu'il y a un gader, où il y a une choma, lorsqu'il y a une muraille, eh bien,
malgré tout, on va arriver. Il y a Vayeshev, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés énormes, comme je l'ai dit, toute la paracha, des empêchements, des arrêts, mais le projet divin, le projet de la royauté de Yehuda qui doit réussir, réussira, et c'est Pérez qui va le faire, puisque, ou Porez Geder, c'est celui qui est capable d'ouvrir la porte pour pouvoir faire démarrer les choses, et c'est ce qui a marqué ici. Alors, au niveau de Yosef, on va uniquement voir aussi un tout petit point pour voir la grandeur. On avait dit que l'identité de Yosef, c'est c'est comme Esav, c'est le monde à Asiya, c'est le monde de faire les choses. Non, ce qu'il y a de spécifique à Yosef, la grandeur de Yosef, c'est comme on a dit, c'est qu'il est tzaddik. C'est quoi? C'est qu'il est inspiré par Akadosh Baruch Hu dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est dans le monde de la Asiya, de la réalisation, le monde de la matérialité, mais il y a en même temps le siyata d'Ishmaïa et le fait que Akadosh Baruch Hu le soutient, mais en même temps parce qu'il est méritant pour ça, parce qu'il est Yosef Hatzadik. Et regardez, Yosef arrive en Égypte et c'est à ce moment-là qu'il commence à faire ses classes dans son projet à lui. Et qu'est-ce qu'il y a marqué tout le temps? Vayar Adonav ki Adonaïto vechol asher hu oseh Adonai matzliach beyado. C'est-à-dire, c'est un verset extraordinaire. Le Gaon de Vilna le reprend à propos de savoir comment reconnaître le Mashiach ben Yosef. Il dit, c'est pas compliqué. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui fait, on parle de la Géoula, et quand il fait, on voit que Akadosh Baruch Hu, il bénit sa réalisation, le projet sioniste, où il y a Birkat Hashem Alav. Alors, c'est ce qui est marqué ici, et ce qui est incroyable, c'est que Poutifar le voit. C'est-à-dire que Poutifar voit le grand phare, lui c'est le petit phare, il voit le grand phare de la lumière de Yosef, il voit que Hachem il est chez lui. C'est-à-dire qu'il voit le nom de Havaya, Yudke Vavke, derrière la Asiya de Yosef, derrière l'action de Yosef, derrière le monde de la matérialité de Yosef. Et ça c'est la révolution. Et c'est sans doute pour ça que Yaakov préférait Yosef. Parce qu'il savait que c'était ça le projet qui n'était pas encore réussi, puisque lui avait réussi son projet de Yaakov, de Ishtam, mais c'est pour ça qu'il voulait permettre à Yosef de le réussir. Alors ça passe par où ça passe, par toutes ces crises, mais vous voyez qu'il y a marqué Vechol asher hu oseh Adonai matzliach beyado. On va le voir une deuxième fois ici, c'est par ça qu'on va terminer ça et on va revenir à Hanouka. C'est que quand il arrive en prison, c'est exactement la même chose. Regardez ce passouk 22 extraordinaire. Vaïten sar bet asoar beyad Yosef et kol asirim asher bebet asoar vet kol asher osim sham ou ose. Ça veut dire quoi? Vous comprenez? Tout ce que tout le monde fait, c'est lui qui le fait. Attends, mais c'est les autres qui le fait. Non, parce que lui, c'est le roi de la Asiya. C'est-à-dire, Sarah Ta'asiya va Misrar. C'est lui qui s'occupe de la Ta'asiya, c'est lui qui s'occupe de la réalisation des choses dans la matérialité, de son rêve. De son rêve. Et donc, Kol Asher Emosim Waya Ose. Et combien extraordinaire, En Sarbet Aswar ou Et Kol Moum Abiyado, Ba'asher Adonaïto, Va'asher ou Ose Adonai Matzliach. Exactement la même chose. Et il y a même plus que ça, c'est que Vaï Adonai et Yosef Vayet Elav Chesed. Dans la Kabbalah, on dit que la ligne médiane, c'est Tiferet, qui est entre Chesed et Gvura. Mais elle est un tout petit peu du côté Chesed, ce qui s'appelle Maté Klapé Chesed. Alors vous voyez, exactement la même chose. Yosef aussi, il a réussi à être Maté Klapé Chesed. C'est marqué ici Hachem et avec Yosef, Vayet Elav Chesed. C'est-à-dire que Yosef, qui est du côté, dans la Kabbalah justement de la gauche, qui est la Gvura, dans sa manière d'être, ce qu'on appelait le monde de la matérialité dans cette étude, eh bien, Vayet Elav Chesed, il y a Hachem fait qu'il y a cette possibilité de réussir le projet. Alors voilà, on s'arrête là au niveau du projet commun des deux, ce qu'on a, on a esquissé de manière extrêmement rapidement, c'est-à-dire extrêmement rapidement, un petit peu l'identité de chacun dans la paracha, les difficultés terribles que vous connaissez de tout cela. Et maintenant, on va arriver à Hanouka dans les 3 minutes qui nous restent. Hanouka, je l'avais déjà fait enseigné la semaine dernière, mais c'est pas grave, je le reprends cette année. C'est que c'est cette explication. Autre explication, c'est l'explication, vous vous souvenez, l'histoire avec Ovadia et ce fétu de paille. Pourquoi? Quel est le rapport entre ça et l'histoire de Hanouka? C'est que dans toute le chasse des Mishnayot, il y a une seule Mishnah, dans le chasse, c'est énorme, plein de Mishnayot, et une seule Mishnah qui parle de la mitzvah d'allumer la Hanoukia. Et comment est-ce qu'elle dit ça? C'est cité dans la Gemara de Shabbat, page 21, folio B. En tout cas, la Mishnah se trouve dans Baba Kama. Vous pouvez vérifier dans tout le chasse, c'est le seul endroit où on nous parle de la mitzvah d'allumer.
tout d'abord, on nous dit qu'il faut l'allumer dehors. Et c'est pour ça que ça apparaît dans Baba Kama, parce qu'il y a marqué comme ça. Si un chenvani, c'est-à-dire celui qui a une boutique qui donne sur la rue, c'est-à-dire allume le soir, la nuit, une petite bougie pour éclairer ou pour faire enseigne en dehors de son magasin, et que passe, et qu'il endommage à cause de ça, par exemple, c'est l'exemple de la Gemara, passe un gamal, un chameau qui est avec sur lui un chargement de pishtan de lin, c'est-à-dire et qui le brûle, il est responsable. Mais si c'est à Hanouka, puisqu'il l'a sorti Birshut Mitzvah, dit la Gemara, c'est-à-dire avec la permission de l'obligation d'allumer la Hanoukia dehors, à ce moment-là, c'est le Baal Gamal, c'est le Jmel, celui qui a le chargement de lin, qui est responsable du dommage qui a été fait, et non pas le Henvani, c'est-à-dire celui qui a la macolette, celui qui a sa petite boutique et qui a allumé, parce qu'il avait le droit, il était même obligé de l'allumer dehors. Alors on se demande pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi a mis cette histoire là-bas. Et la réponse, elle est là. La réponse se trouve ici dans ce passouk. Quelle est l'interrogation? Quelle est la difficulté? La difficulté par rapport à la civilisation d'Ésaü, c'est que elle apparaît comme extrêmement puissante. Vous voyez, c'est-à-dire, vous pouvez relire le texte pendant que je parle, c'est-à-dire, elle apparaît puisqu'il y a énormément de haloufim. Haloufim, c'est des généraux, c'est-à-dire c'est une civilisation extrêmement forte, extrêmement florissante. Et donc, la question, quand le temps arrive de Mashiach, c'est-à-dire le temps arrive de remplacer la civilisation d'Ésaü par la civilisation de Yaakov, c'est-à-dire c'est le temps messianique, le temps où on a le Melech HaMashiach au niveau de Israël. À ce moment-là, le problème est de savoir comment est-ce que ce conflit va être résolu. Et à ce moment-là, vous voyez, Yaakov s'inquiète. Il se demande comment ça va arriver. Et la réponse est, ne t'inquiète pas, tu as Yosef, et Yosef va être une étincelle, toi tu es la source du feu. Et ça est comparé avec de la paille, un fétu de paille. Un fétu de paille, c'est marqué Margalit et Reftov, on t'attendait justement. Non, mais je suis là depuis tout à l'heure. Oui, mais moi, je ne vois pas, c'est que je ne peux pas voir tout le monde, c'est tout. Ouais. Alors donc, tu étais caché dans le sable, Bachol. Et donc le fétu de paille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces civilisations ne valent rien. Hazve Shalom. On est tous liés avec la civilisation occidentale, avec cette histoire qui est extrêmement importante. Et Dieu ne dédaigne pas ni Israël, ni personne ne peut dédaigner tout ça. Il y a une analyse seulement d'un point. Quel est ce point? C'est quelle est la différence entre un fétu de paille et entre un bout de bois? C'est très simple. C'est que le fétu de paille, c'est du bois qui est creux à l'intérieur. Alors qu'un bout de bois, c'est du bois qui est plein à l'intérieur. C'est beaucoup plus difficile d'allumer une comment s'appelle ça? Ces gros morceaux-là. Une bûche, voilà. La bûche, je ne veux pas dire de quoi, parce que sinon, vous allez tous penser à ce que je ne pense pas. Donc, c'est notre galoute, notre margaliote qu'on a passé en France. Et donc, en tout cas, c'est très difficile d'allumer une bûche. C'est très facile d'enflammer de la paille parce que ce qui manque dans la paille, c'est le contenu à l'intérieur. À la place de cela, il n'y a que de l'air. C'est pour ça que ça brûle tellement vite et tellement facilement. Et c'est exactement l'analyse des choses qui ont été faites. C'est-à-dire que Esav est une civilisation florissante, mais il a oublié de s'occuper de l'intériorité. Parce que l'intériorité, oui, on s'en est occupé, mais il n'a pas su comment le faire. Et il ne nous a pas permis de le faire avec lui. L'intériorité, c'est Yaakov. C'est le Ishtam Yoshev Ohalim, c'est l'essence de la spiritualité, c'est la divinité, c'est le Mahout, c'est le sens des choses, c'est le Shem, c'est le nom des choses. Comme on est descendant de Shem. C'est celui qui donne le nom et qui donne l'essence des choses. On s'est occupé du comment, ou ils se sont occupés du comment et pas du pourquoi. De la Mahout et non pas de la Miout, c'est-à-dire pas le mi, mais le ma. C'est-à-dire de comment faire les choses, mais pas le sens des choses à l'intérieur. Ils n'ont pas voulu non plus l'entendre de la civilisation hébraïque, puisqu'ils ont, comme disait Manitou,
ils ont affirmé qu'eux-mêmes étaient capables de s'occuper des deux mondes, du Olam Hazé, du Olam Haba, de la matérialité et de la spiritualité. Et quand le temps arrive du Birour, c'est-à-dire le temps de la fin du Birour, alors il s'avère que celui qui est l'étincelle qui peut l'allumer, c'est Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, l'homme de la matérialité, est en face de Esav, homme de la matérialité. Mais la différence, c'est ce qu'on a vu dans les psukim. C'est que Yosef est tzaddik, Yosef est Hachem Ito. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il a réussi à rentrer à l'intérieur de la paille le contenu du Shem Havaya. Donc, il a réussi à faire du bois plein. Lui, il a bûché, comme on disait. C'est-à-dire qu'il a fait sa bûche. C'est-à-dire, chez les Juifs polonais, on dit comment tu vas ma biche? Nachon, pas ma bûche, parce qu'ils ne savent pas prononcer comme il faut. Mais en tout cas, il a réussi à rentrer dans le contenu de la matérialité la valeur intrinsèque en elle, qu'il est le Shem Havaya, qui est à l'intérieur du Olam Asiya, du monde de l'action. Et à ce moment-là, c'est lui qui va pouvoir, en tant qu'étincelle, réussir on pourrait dire, à donner la réponse. Ici, bien entendu, dans les Midrashim de Chachamim, c'est des réponses catastrophiques pour Esav, mais ils peuvent toujours aussi se reprendre et comprendre et accepter cette notion de prendre sur eux cette manière d'être aussi, en fin de compte, en fin d'histoire, peut-être, c'est-à-dire en tout cas, de toute façon, de comprendre le birour qui a été fait. Et c'est pour ça qu'à cet endroit-là, en tout cas, on nous raconte cela, parce qu'on nous raconte que la réponse à la menace, on pourrait dire, de Esav, c'est Yosef, dans la mesure où si Yosef réussit son projet de Yosef Hatzadik, c'est-à-dire du Melech HaMashiach, de la matérialité, revenu en Israël sioniste, qui est Tzadik. C'est-à-dire, et bien entendu, avec Yehuda ensemble, puisqu'il faut que Yehuda soit ce Shem Hashem qui est à l'intérieur, Yehuda le Kocho, Israël Mamshelotav. Yehuda le Kocho, comme on va dire dans le Hallel, Yehuda qui est dans la Gdusha, et Israël c'est Yosef, quand ils vont tous les deux ensemble. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça peut être réussi, et qu'à ce moment-là, il peut être cette étincelle par rapport. Alors, vous voyez le lien avec Hanouka. Le lien avec Hanouka, il est clair. C'est que la civilisation romaine, la civilisation européenne, c'est une civilisation gréco-romaine. Et qu'à l'origine, cette notion de sagesse extérieure qui n'a pas à l'intérieur le Shem Hashem, c'est-à-dire la présence de la révélation divine, c'est le problème de la confrontation entre Israël et la Grèce, entre Yavan, qui est Yaft Elohim, qui est la beauté extérieure, par rapport à Ishkon Boal Shem, celui qui est à l'intérieur de celui qui donne le nom, donc celui qui donne l'essence des choses, celui qui donne le Shem Hashem. Là où il y a la présence du nom de Akadosh Baruch Hu. Donc, dans cette discussion, Rabbi Yehuda Hanassi nous a dit où est-ce qu'on va mettre la Mishnah sur la bougie de Hanouka. On va la mettre dans Baba Kama pour nous dire que si tu mets ta bougie dehors, comme l'histoire de Yaakov avec les étincelles avec Yosef, si tu mets ta bougie dehors et qu'il y a un jumel, un gamal, qui passe avec son lin, le lin et la paille, le fétu de paille, c'est la même chose. Alors, au lieu que ce soit des fétus de lin, ce sera du lin qui sera foutu. C'est-à-dire ça va se terminer comme ça, et c'est comme ça qu'on nous dit qu'il y a eu le dénouement aussi de la victoire à Hanouka. Puisque la victoire à Hanouka, c'est le birour, c'est ce tri qui s'est fait, que cette sagesse extérieure, qui est la sagesse universelle, mais qui a été développée par la Grèce, ne peut réussir que s'il y a à l'intérieur le sens, le Shem Hashem, la présence du nom de Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça que les choses se sont faites au niveau de la victoire de Hanouka, et c'est comme ça qu'on trouve la même clé à propos de notre paracha. Toda Rabba, je peux fermer. Si vous avez des questions, vous êtes invités. On a du temps, puisque depuis que la bougie est allumée, les bougies, on a une demi-heure devant nous. Allez-y. Je peux poser une question? Bien sûr. Bon, Jacques. en fait, c'est deux remarques qui m'interpellent. La première, c'est, en fait, il y a une espèce de mélange, là, je trouve, entre Edom et Yavan. Edom, c'est un sémite. Yavan, c'est Bnei Yefet. Il y a, quand on met Esav, et je trouve qu'il y a un peu un mélange entre Esav, qui est finalement un sémite, et on met la civilisation gréco-romaine, qui est Yafet, et puis là on revient, on dit oui, mais Edom, en fait, Rome, c'est Esav. Ça, c'est mon premier problème.
Mon deuxième problème, c'est Yosef. Bon, pourquoi c'est un problème? Parce que finalement, si on regarde après le schisme, Yosef, il disparaît. Il y a le royaume d'Israël qui est le royaume de Yosef. Par la suite, il disparaît. Et les seuls qui se revendiquent aujourd'hui comme des Yosef, c'est les Shomronim. Il y en a 820. Qui se revendiquent comme des Ephraim, Naché ou Lévi. Alors, dire Mashiach ben Yosef, alors que, en fait, selon notre tradition, la tradition de Melachim, ils n'existent plus. Ils ont complètement disparu. Parler de Malchut Yosef, moi, je ne vois pas très bien comment ça cadre avec l'histoire. Voilà. Ça, c'est les deux questions. Bon, alors, si vous voulez, ça va nous prendre 2 heures. Alors, non, c'est impossible. Non, mais tu as posé des questions qui sont très larges. Je vais te répondre en 2 mots. C'est-à-dire parce que ça demande… tout d'abord, il y a le livre du Gaon de Vilna. Il va falloir qu'on prenne un café ensemble. Oui, c'est ça, exactement. Tu es invité. Et le collator, c'est le collator qui parle beaucoup de ça, entre autres, hein, c'est le livre de base. Maintenant, il faut comprendre que les passages d'identité ne se font pas forcément uniquement par des passages, disons, au niveau comment ça s'appelle ça? Au niveau, j'ai oublié. Génétique, voilà, génétique, c'est-à-dire de père en fils, etc. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont différents. En 2 mots, la civilisation de Ésaü, qui était Édom, l'Idumée, qui était sémite et qui se trouvait au sud d'Israël, dans le Negev, c'est-à-dire avec capitale le sud, c'est-à-dire là où Ben Gurion a décidé que, en tant que fils de Yehuda, il fallait les éliminer, puisqu'il voulait absolument conquérir le Negev. Ça, c'est l'histoire première. Maintenant, avec la conversion des Iduméens à l'époque justement des Asmonéens, et c'est l'histoire d'Hérode, etc., on a le fait qu'ils sont passés à l'intérieur et que c'est eux qui ont été les fondateurs du christianisme, c'est eux, c'est-à-dire c'est les descendants des Iduméens et qui, avec l'exil, sont arrivés en Europe et qui ont christianisé l'Europe. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'Europe, qui au niveau justement, au niveau racial, ne sont pas du tout Ésaü, mais ont reçu d'Afka par cette histoire-là, ils ont reçu la tradition, on pourrait dire, d'Ésaü. Alors tout ça, c'est une histoire qui est un petit peu compliquée, mais qui est réelle au niveau spirituel. Et c'est pour ça que quand les sages y parlent de Esav ou Édom, et c'est la chrétienté, et c'est l'Occident chrétien, etc. Aujourd'hui, c'est aussi, ça peut être des Australiens qui sont, ou des gens, ou des Sud-Américains qui sont des Indiens, c'est-à-dire, mais il y a quand même une espèce de permanence d'une histoire qui se passe, et ça, c'est valable pour au niveau. Et c'est la même chose au niveau des 12 tribus, c'est-à-dire, tout d'abord, on a une croyance tenace qui vont revenir, et ce n'est pas les Samaritains, eux, c'est des imposteurs. Ils le disent pour se justifier, mais nous, en tout cas, on n'adhère pas à leur théorie. Par contre, on a les 10 tribus qui sont en train de revenir. On a les Juifs qui reviennent d'Éthiopie, on a les Juifs qui reviennent d'Inde, les Bnei Ménaché, les gens de Ménaché, etc. C'est-à-dire qu'on a d'abord une croyance, mais au-delà de ça, on sait que Jérémie a ramené des descendants des 10 tribus en Israël, et que pour nous, il y a à l'intérieur de Juda, c'est-à-dire de Yehuda, des Juifs et des Binyaminites et des Kohanim et des Lévim qui sont en Israël, on a parmi nous aussi, et au niveau de la Kabbalah, il y a un Mashiach ben Yosef qui se promène parmi nous. C'est-à-dire tout le temps, c'est-à-dire dans toutes les générations, il y a ce Nitzos de Yosef qui existe, et Manitou disait, et il expliquait souvent, c'est qu'en exil, il y a une situation de clandestinité. C'est-à-dire qu'il existe, mais il est en clandestinité. C'est-à-dire que Yehuda survit, les autres, ils sont en clandestinité. Alors, il faut expliquer cette notion de clandestinité, mais depuis qu'on est revenu en Israël, Yatria, il a revécu. Voilà, je t'ai répondu, je pense. Il y a quelqu'un qui a envoyé 2 fois une question sur chat, donc je vais lui répondre. C'était les scorpions. Alors, les scorpions dans le puits. Alors, je vais vous dire, justement, en liaison avec, il y a une Gemara très belle qui dit, dans la même Gemara dans Shabbat, qui dit que quand, à propos de Hanouka, il parle de Hanouka, et puis tout d'un coup, il parle de Yosef, qu'ils ont jeté Yosef dans le bord, et qu'il y a marqué « Va boreken bomaim ». Le bord était vide, il n'y avait pas d'eau. Si on nous dit vide, pas d'eau, donc s'il y avait autre chose, il y avait des scorpions. Et ce que j'ai l'habitude d'expliquer, puisque ça vient tout de suite après l'histoire de l'allumage en dehors avec la menorah et avec le gamal, c'est que la Gemara nous amène ça pour nous faire ce clin d'œil du lien entre l'histoire de Hanouka et l'histoire de Yosef. Et pour nous dire, le bord
lorsque tu as un puits qui est vide, c'est-à-dire tu ne mets pas dedans l'eau de la Torah, alors tu crois qu'il est vide, il n'est jamais vide. Il y aura à la place des scorpions. Et c'est ça ce qu'on veut dire, quand tu as de la paille et que tu ne t'occupes pas de le remplir avec le maïm qui est la Torah, à ce moment-là, tu as horreur du vide, tu as ou de l'eau ou tu as des scorpions. Et c'est pour nous faire allusion à cette dialectique du problème de la civilisation qui s'occupe de la matérialité et de l'extériorité. Voilà, c'était pour répondre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser encore une question? Je sais pas. J'aimerais te poser une question. D'accord, Michel. Quand il y a écrit Ele Toldot Yaakov Yosef, זה מאוד מתאים, זה מאוד מתאים. כי אלה תולדות ישראל זה יהודה. אלה תולדות יעקב זה יוסף. כי le שם de Yaakov, c'est celui qui est en חוץ לארץ. Le שם de Israël, c'est celui qui est à l'intérieur d'Eretz Israël. Alors, j'arrive pas à comprendre à quel moment les deux ne font plus qu'un. Oui, alors on s'en occupera dans les cours des semaines prochaines. Tu me rappelleras la question, mais de toute façon, c'est le projet. Même si la semaine prochaine, on parle de Hanouka, on aura encore deux parachiotes où on pourra parler de ça. C'est-à-dire, c'est extrêmement important. En fait, on en parlera. Bezrat Hashem sera le sujet du prochain cours de cette notion de l'identité galoutique et géoulatique. Parce qu'en fin de compte, Manitou insistait souvent, parce que toi, tu as entendu sûrement Manitou à Mahayanot, et il insistait souvent sur cette chose, mais il y a deux enseignements différents. Alors, je vous donnerai les deux pour faire la paix entre tout. D'accord. Quelqu'un d'autre voulait demander quelque chose? Yosef, oui, je voulais juste faire... Attends, ok, Margalito. Non, vas-y, Margal. Ladies first. Ladies first, Bechavod. Ah, merci. Je fais juste un rapprochement dans ma tête et j'ai voulu juste le communiquer. C'est peut-être, je ne sais pas s'il est bon, avec Hanouka. C'est que ces générations, ces civilisations-là qui brûlent très vite comme un fétu de paille et qui s'éteignent très vite, ça vient en contradiction avec justement la fiole qui a brûlé. Voilà, c'est tout. Très beau, très beau. C'est-à-dire que c'était une toute petite flamme, mais en fin de compte, elle a brûlé 8 fois plus. Il y a fait meod. Alors que les autres, c'est des grands feux, c'est les haloufim, mais en fait, c'est bim louf, c'est blouf. Alors, vas-y, Yosef, qu'est-ce que tu veux dire? Bluff en français. Je fais une blague, c'est G&G, c'est whisky, mais whisky, c'est white sky pour le ciel. Quoi. On a vu, c'est son style. Bien fait, Todara va chercher, je n'avais pas trouvé. Merci beaucoup. Voilà, c'est fait. La prochaine fois, encore un petit verre et on trouvera. Ça, c'est pour rime. Deux questions. La première, je vais parler de deux couronnes. Oui. Tantôt, et tu as dit il y en a 3. Alors, en fait, quand il y en a 4, parce que Keter Torah, Melucha, Malchut, mais il y a aussi Keter Shem Tov. C'est quoi le troisième? Tu ne l'as pas dit? Non, je ne crois pas. Je ne me souviens plus si j'ai dit qu'il y avait une troisième. Oui. Tu as dit oui, tu as dit il y a 3 couronnes. Non, peut-être je me suis trompé. J'en ai dit 2. Le troisième, la vérité, c'est Keter Keuna. C'est que, bon, tu as raison, mais au niveau de la royauté, c'est l'histoire de Hanouka, puisque c'était Malchut Bet Hashmonaï. Peut-être que je pensais à ça, mais en fin de compte, non, la vérité, c'est qu'il n'y en a que 2. Il ne faut pas faire trop de complications. Il n'y a que Keter Yosef et Keter Yehuda. C'est-à-dire, il n'y a pas. Sinon, je ne sais pas où on va arriver. Jacques, il va encore me faire des histoires après, si je continue. Comme ça. La deuxième question, c'est que on parle beaucoup de la flamme, etc. Mais Hanouka, c'est plus la lumière que la flamme. Alors, Manitou, dans son exposé, quand il en parle, il dit, bon, l'obscurantisme, Rocher, c'est l'obscurantisme. Mais en fin de compte, bon, c'est presque un jeu de mots, ça, l'obscurantisme. Et la lumière, où il est le problème de la lumière là-dedans? J'ai entendu, je viens de terminer ton exposé de l'an dernier ou à Paris, j'en sais trop rien sur les... On a parlé de Hanouka sans parler de lumière. Bon, je comprends, on ne peut pas tout dire. Alors, est-ce qu'on va nous parler de la lumière à un moment donné ou est-ce qu'on en parle? Ah, tu parles quoi? Tu parles de la lumière de Hanouka? Ben oui, parce que il faut voir la lumière. Mais... on parle... Bon, la semaine prochaine. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, tu vois, avant, tu as dit ladies first. Comment on aurait traduit ça? Chercher la flamme. D'accord. Bien là. Quelqu'un voulait poser une question? J'ai 2 questions à vous poser. D'accord, Alex, oui. Le problème d'Alex, c'est qu'on n'entend pas très bien. Alex, on ne t'entend pas bien. Où tu résous vous m'entendez mal? Très mal, oui. On n'a rien entendu. Ah bon?
Recommence. Ok. Et là non plus, ça va pas? Oui, là, ça va D'accord. très bien. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que vu que les deux royautés de Yehuda et de Yosef sont en parallèle, On n'entend plus rien. Alex, tu sais ce qu'on fait? Alex, je t'arrête. Je vais dire pourquoi. Tout d'abord parce que j'ai 20 personnes qui viennent d'arriver chez moi, donc on est obligé de s'arrêter. Et ensuite, ne racontez pas avec le corona. Mais ok, c'est-à-dire, et corona, c'est la couronne, hein, c'est le Keter. Et ensuite, parce qu'on n'a pas bien entendu. Alors, ce que tu fais, c'est que tu me l'envoies sur chat et je te répondrai personnellement. C'est-à-dire, alors on va s'arrêter là. Je vous souhaite Hanouka Sameach à tous et Bezrat Hashem que Niske les Yeshuot Shlemot et que Akadosh Baruch Hu nous fasse comme en train de passer le pic du solstice d'hiver et que la lumière doit remonter. Ça c'est un autre cours. Alors que aussi avec toute cette magefa que les choses y remontent et que on y est Besimchat Hanouka, Shabbat Shalom et Bezrat Hashem nirei Yeshuot Gdolot. Chag Sameach, Hanouka Sameach à tous. Et Shalom. Hanouka Sameach.